Bonjour et bienvenue. On entend parler d'intelligence artificielle un peu partout, mais aujourd'hui, on regarde ça d'un angle différent, très pratique. Comment l'IA peut concrètement générer des revenus ou aider les entreprises à être meilleures. Ouais, puis on parle pas de petits chiffres, là. Il y a un rapport de PwC qui circule qui dit que l'IA pourrait ajouter comme 15,7 billions, oui, billions avec un B, de dollars à l'économie mondiale d'ici 2030. C'est, c'est complètement fou comme potentiel, une méga vague qui s'en vient. Exactement. Puis comme n'importe quelle vague, tu sais, soit tu te la prends en pleine face, soit tu apprends à surfer dessus. Nous, aujourd'hui, notre but, c'est un peu de donner la planche de surf, là. J'aime l'image. On va décortiquer en se basant sur nos sources comment, mettons, des individus peuvent faire de l'argent avec des compétences en IA, puis comment les entreprises, surtout les PME québécoises, s'en servent déjà pour améliorer leurs affaires. Puis pour ça, on a du bon stock. Des articles de Jeddah, Hostinger, intelligenceartificielle.com sur comment monétiser l'IA, une présentation super fouillée de l'ami Rinck sur les PME d'ici, des guides sur les certifications, même les chiffres frais à guichet emploi sur les salaires. Pas mal complet. L'idée, c'est de fouiller là-dedans puis d'en sortir le jus, les infos pratiques, là. Comprendre des vraies opportunités, les défis aussi, faut pas se leurrer, puis les ressources qui existent pour ceux qui veulent embarquer, que ce soit pour une nouvelle source de revenus ou pour optimiser leur business. Pas de flafla, juste le concret. C'est ça, le pratico-pratique. Parfait. Alors, on commence par le premier gros morceau, faire de l'argent directement avec l'IA. La demande pour ces compétences-là, ça explose, on dirait. Il y avait un sondage Ipsos pour GEDA en juin 2025 qui disait que 41 des travailleurs utilisent déjà l'IA. Oui, puis 60 qui veulent se former. Ça montre que c'est pas juste une affaire de techno, là. Ça touche tout le monde. C'est clair. Puis au cœur de ça, il y a une compétence dont on entend beaucoup parler, essentielle. L'ingénierie de prompt, le fameux prompt engineering. Exact. En gros, là, c'est l'art de bien jaser avec une IA. Savoir comment lui demander les affaires, tu sais, pour qu'elle te sorte exactement ce que tu as en tête. Que ce soit du texte, une image ou même faire une action dans un logiciel. C'est un peu comme être un super bon traducteur entre l'humain et puis la machine. Traducteur pour IA. C'est bon, ça. Puis est-ce que ça paie bien être traducteur pour IA? J'ai dit qu'une grosse demande, mais pas tant de monde qualifié. Il parle de salaires qui commencent autour de 3 000, 3 500 € bruts par mois en France. Ça donne une idée du potentiel, non? Ben oui, c'est intéressant. Il cite aussi un exemple, un certain Ian Dicter, qui a fait plus de 400 $ en un mois juste en vendant ses prompts sur une plateforme. Ça montre que même à petite échelle, il y a moyen de moyenner. OK. Le potentiel est là parce que la compétence est rare, puis elle est directement liée à l'efficacité de l'IA. Si tu ne sais pas quoi lui demander, même la meilleure IA du monde ne sert pas à grand-chose. Logique. Et comment on s'y prend pour devenir bon là-dedans? Faut être un crack en informatique? Pas nécessairement, puis ça, c'est la bonne nouvelle. Tu n'as pas besoin d'être un codeur ou un matheux de génie. Par contre, il faut développer une certaine rigueur. Écrire des prompts clairs, précis, puis surtout, les tester, les améliorer. JIDA compare ça à un muscle. Faut l'entraîner. Exactement. Pratique régulière, une formation de base, genre celle de 42 heures qu'ils offrent, ça peut aider pour les fondations. Mais après, c'est l'expérimentation, puis surtout rester à l'affût. Ça change tellement vite, ces affaires-là. Faut faire une veille constante. OK, donc accessible, mais ça demande quand même de l'implication. Puis une fois qu'on a créé nos super prompts, on fait quoi avec? On les vend où? Tu parlais de plateforme. Oui, des marketplaces. Intelligenceartificielle.com en liste plusieurs. Il y a PromptBase, qui est assez populaire. Pour des outils comme Midjourney, ChatGPT, c'est assez intuitif, mais ils prennent une commission de 20 20 quand même? Oui. Il y en a d'autres comme PromptSide.as qui visent plus les professionnels avec des abonnements. Puis, il y a même Etsy. Etsy? Pour vrai, Le site d'artisanat. pour vrai. Ils sont ouverts à ça, c'est plus flexible, tu peux vendre des loot prompts, mais la structure de frais est, disons, un peu plus compliquée à suivre. Faut checker les frais d'annonce, les frais de vente, de traitement. OK, faut sortir sa calculatrice. Un peu. Puis tu as FlowGPT, plus communautaire, axé sur ChatGPT, avec des concours. Prompt Hero, beaucoup de stocks gratuits, mais aussi une section pour apprendre puis trouver des petits jobs. Le choix dépend vraiment de ce que tu vends puis à qui. C'est pas pareil si tu vises le grand public ou une niche pro. Je vois. Faut magasiner sa marketplace, finalement. Au-delà de vendre des prompts un par un, Jeddah suggère de monter d'un niveau. Créer une agence d'automatisation IA. C'est quoi ça, au juste? Ben, l'idée, c'est de cibler les entreprises
ou même des travailleurs autonomes qui voient bien que l'IA pourrait les aider à automatiser des tâches plates ou répétitives, mais qui n'ont ni le temps ni les compétences pour le faire eux-mêmes. OK. Fait que l'agence arrive, analyse leur processus, puis utilise des outils comme Zapier, Make ou des IA comme ChatGPT pour bâtir des solutions d'automatisation sur mesure. Ça répond à un besoin criant parce que beaucoup d'entreprises sont un peu perdues avec ça. Un service clé en main, donc. Et pour ceux qui ont encore plus d'ambition, il y a l'option de développer et vendre leurs propres produits basés sur l'IA. Applications, chatbot. Ça sonne plus compliqué par contre. Ça l'est un peu plus, c'est sûr, mais c'est moins inaccessible qu'avant. Hostinger rappelle qu'on n'est plus obligé de réinventer la roue, de créer les algos d'IA de A à Z. On peut utiliser ce qu'on appelle des API. Des API. Peux-tu expliquer ça simplement? Ben, imagine des blocs de construction IA déjà prêts. Google, Amazon, AWS, OpenAI, ils offrent tous des API qui te permettent d'ajouter de l'intelligence dans ton propre logiciel sans être un expert en deep learning. C'est comme si tu pouvais brancher un cerveau externe à ton application. Ah, OK. Des blocs Lego d'intelligence, genre. Ça démystifie pas mal. Exactement. Puis la clé, selon GEDA, c'est de ne pas essayer de tout faire en même temps. Il faut choisir une niche, la gestion client, les RH, le support technique, peu importe. Devenir vraiment bon pour comprendre les problèmes métiers de cette niche-là. Se spécialiser. Connecter tous ensemble, c'est souvent une bonne idée de commencer par un petit projet pilote pour tester l'idée avant de mettre le paquet. Et pour vendre ces produits-là, on entend souvent parler du modèle SaaS, Software as a Service. C'est quoi l'avantage? Le SaaS, c'est quand le client paie un abonnement, mettons mensuel ou annuel, pour utiliser le logiciel en ligne, au lieu de l'acheter une fois puis de l'installer. L'avantage pour le développeur, c'est que ça donne des revenus plus stables, plus prévisibles. Ah oui? Puis pour le client, souvent, le coût d'entrée est moins élevé, puis il a toujours accès aux dernières mises à jour. Go High Level dit que c'est un modèle super populaire pour les outils basés sur l'IA. Compris. Est-ce que nos sources mentionnent d'autres pistes pour faire des revenus avec l'IA? Oui, il y en a plusieurs où l'idée, c'est surtout d'utiliser l'IA pour améliorer une job que tu fais déjà. Hostinger parle des développeurs web freelance qui utilisent ChatGPT pour coder plus vite ou générer de la docu. On peut aussi créer des cours en ligne puis utiliser l'IA pour améliorer la présentation ou le marketing du cours. Et Jeda insistait pas mal sur le contenu. Oui, la création puis surtout le recyclage de contenu. L'IA devient comme un super assistant éditorial. L'idée est simple. Tu crées un gros morceau de contenu riche, genre une longue vidéo ou un article de blog détaillé. OK. Puis après, tu utilises différentes IA, ChatGPT pour sortir les points clés, des générateurs vidéo pour faire des clips courts, Canva IA ou Midjourney pour les images, pour transformer ce contenu de base en plein petit format adapté pour les réseaux sociaux, les infolettres, etc. Ah, c'est brillant ça. Tu multiplies l'impact de ton effort initial. Exactement. C'est un gain de temps fou. Puis c'est un service qui se vend super bien aux entreprises qui veulent maximiser la portée de leur contenu sans passer leur vie à le décliner manuellement. Ça, c'est une application très concrète. Puis ça nous amène à une autre tendance mentionnée par Hostinger, les micro-SaaS. Oui, les micro-SaaS. Ce sont des petits logiciels très nichés, souvent faits par une seule personne ou une mini-équipe. Ils règlent un problème très précis pour un groupe de clients spécifiques, puis sont vendus par abonnement SaaS. L'IA rend ça plus facile à créer. Des exemples? Imagine un petit outil qui génère automatiquement des descriptions de produits optimisés SEO pour des boutiques Etsy de bijoux faits main, ou un autre qui transforme automatiquement les transcriptions de réunions Zoom en comptes rendus clairs pour les agences de com. C'est très pointu. Ça ouvre plein de possibilités pour les créateurs solos ou les petites équipes. D'autres idées en vrac? Hostinger mentionne aussi la création de sites web assistés par IA, faire du marketing d'affiliation pour des produits IA, vendre de l'art généré par IA avec des outils comme DALL-E. Les options se multiplient, c'est ça qui est fascinant. L'IA, c'est pas juste technique, ça devient une boîte à outils pour entreprendre. Très clair. Maintenant, changeons de chapeau. Comment cette même IA est utilisée par les entreprises, spécifiquement les PME au Québec, pour être plus efficace? L'ami Renka a fait une belle synthèse là-dessus, basée entre autres sur un sondage Microsoft 2024. Oui, puis les chiffres sont assez parlants. Chez les PME canadiennes, moins de 250 employés, l'intérêt est vraiment là. 75% veulent intégrer l'IA, 70% prévoient investir. C'est pas juste une mode passagère, 57% disent même l'utiliser souvent. Et pourquoi ils font ça? C'est quoi les motivations? Principalement la productivité, l'agilité. Ça revient à 63%. Ensuite, améliorer le service client, 48%, puis assurer la pérennité de l'entreprise, 37%. Puis, le plus intéressant, ça semble fonctionner.
76% de ceux qui l'utilisent rapportent déjà des gains de productivité. C'est super encourageant. Mais j'imagine qu'il y a des freins aussi, le sondage en parlait. Absolument. Les gros obstacles qui reviennent, c'est la confidentialité des données. Où vont les infos qu'on donne aux IA? La cybersécurité qui vient avec. Puis le manque de compétences à l'interne pour bien choisir, implanter et utiliser ces outils. C'est pas simple. Des défis bien réels, donc. Potentiel énorme, mais pas une recette magique. L'AMIR nous aide à y voir plus clair en parlant de différents types d'IA en entreprise. Oui, c'est une bonne façon de catégoriser. Premièrement, l'IA générative. C'est celle dont on parle le plus, qui crée des choses à partir de rien. Du texte, des images, du code. En entreprise, ça peut servir à faire des résumés automatiques de longs rapports, à générer des premières versions de texte marketing, ou même à bâtir un moteur de recherche interne qui comprend le sens des questions, pas juste les mots-clés tapés. OK, ça c'est clair. Ensuite, l'IA prescriptive. Ça sonne plus médical. Ah, un peu. Non, celle-là, elle va plus loin que juste décrire ou générer. Elle recommande une action ou automatise une décision plus complexe. Pense à un système qui optimise les trajets de livraison en temps réel selon le trafic, ou qui ajuste les réglages d'une machine pour sauver de l'énergie, ou qui planifie les rabais en magasin pour maximiser les ventes. Elle prescrit quoi faire. Je vois. Elle aide à décider ou décide carrément. Et la troisième, l'IA prédictive. Comme son nom le dit, elle utilise les données du passé pour essayer de prédire le futur. Classique, prévoir les ventes pour mieux gérer les stocks. Analyser le comportement des clients pour anticiper ce qu'ils vont vouloir acheter. Ou la maintenance prédictive, détecter les signes qu'une machine va briser avant qu'elle brise. Ces trois types-là, ça aide à structurer. Mais c'est encore mieux quand l'AMIR donne des exemples par département. Prenons l'administration, qu'on voit souvent comme juste un centre de coûts. Exact. L'IA peut vraiment changer la donne, là. Automatiser des tâches répétitives qui prennent un temps fou. Le traitement des factures, par exemple. Il y a une étude de cas citée où une tâche qui prenait entre 2 et 8 heures est passée à 5 minutes. 5 minutes, c'est malade. Imagine le temps libéré pour faire autre chose de plus utile. On parle aussi de transcrire automatiquement les réunions, classer intelligemment les documents pour les retrouver plus vite, des outils comme Copilot dans Microsoft 365, QuickBooks avec des modules IA ou même des plateformes comme Zapier rendent ça de plus en plus accessible. Et dans la chaîne d'approvisionnement, la gestion des stocks, tout ça? Ouais. l'IA aide beaucoup à gérer l'incertitude, prévoir la demande plus finement pour éviter d'avoir trop ou pas assez de stock, optimiser les routes de livraison, comme on disait, ou même évaluer les risques liés aux fournisseurs. Il y a l'exemple d'une entreprise de recyclage qui a pu mieux prévoir l'offre et la demande grâce à ça. Côté production, en usine, on pense aux robots, mais il y a plus que ça. Ah oui, beaucoup plus. L'IA aide à planifier la production au plus juste, à faire du contrôle qualité en temps réel avec des caméras intelligentes, parfois même en utilisant les caméras déjà en place. Ça peut aussi aider les opérateurs à prendre de meilleures décisions. L'exemple de plancher Mirage est super bon. Oui, raconte. Ils ont utilisé un logiciel de nestage basé sur l'IA. Le logiciel calcule la meilleure façon de découper les pièces dans une planche de bois pour minimiser les pertes. Résultat est, ils ont doublé leur cadence de production. Doublé, juste en coupant le bois, c'est fou. C'est très concret comme gain. Puis pour la maintenance, on a parlé du prédictif. Oui, ça semble majeur, ça aussi. Ça l'est. En analysant les données des capteurs sur une machine, vibrations, température, etc., ou même juste l'historique des pannes, l'IA peut prédire quand ça risque de lâcher. Une usine d'électronique a coupé ses coûts de maintenance de 10 % puis augmenté la durée de vie des équipements de 20 à 40 %. C'est énorme. Robgo Étanchéité a réduit ses pertes d'eau de 30 % en appliquant ça à ses systèmes. Wow. Marketing et service client, là, ça doit être le festival de l'IA, j'imagine. C'est un terrain de jeu naturel, c'est sûr. Les chatbots, c'est l'exemple évident. Disponibles 24/7, ils répondent aux questions de base, qualifient des prospects. Deloitte estime que ça peut augmenter la rétention client de 25 % puis les ventes de 10 %. Pas négligeable. Pas toutes. Mais ça va plus loin. L'IA aide à écrire des emails marketing plus efficaces avec des outils comme Jasper, génère des descriptions de produits, Pizzy, crée des visuels pour les pubs, Canva, IA et Ideogram, segmente la clientèle de façon hyper fine, gère les réseaux sociaux, Brandwatch. Même l'optimisation des sites web comme la Heatmap IA de Hostinger qui montre où les gens cliquent, c'est de l'IA.
Ressources humaines, vente, envoie des applications similaires. Trier les CV, optimiser les horaires de travail, améliorer les prévisions de vente. L'exemple de SBI Foyer qui passe de 50 à presque 90 de précision dans ses prévisions, c'est frappant, là. C'est ça qui est intéressant, Evelyne. L'IA, c'est pas juste pour un département. Ça peut vraiment améliorer les choses partout dans l'entreprise, de façon transversale. Même la cybersécurité utilise l'IA avec des outils comme CrowdStrike ou Darktrace pour chasser les menaces. L'éventail est vraiment large. Mais là, la question qui tue. Comment une PME qui n'a pas une armée d'ingénieurs en maison fait pour mettre ça en place concrètement? C'est quoi les vrais blocages puis les ressources disponibles? C'est le nœud du problème, puis Lamierre l'adresse bien. Le premier défi, on le dit, c'est la complexité perçue puis le manque de monde à l'interne qui connaît ça. Ensuite, le coût. Même si ça baisse, ça reste un investissement, surtout si tu veux du sur-mesure. Il faut bien choisir ses batailles, définir des objectifs clairs pour justifier la dépense. Et le temps que ça prend avant de voir les résultats? Oui, le délai de rentabilité. Ça peut être long, il faut numériser les données, entraîner l'IA, changer les habitudes de travail. Ça se fait pas en claquant des doigts. Et la fameuse question des données revient encore. C'est central. La confidentialité, la vie privée, c'est majeur, surtout avec les IA génératives qui apprennent de ce qu'on leur donne. Le conseil, c'est souvent de travailler avec ses propres données d'entreprise, puis de regarder pour des solutions hébergées localement ou dans un cloud privé si c'est sensible. Et la qualité de ces données? Essentiel. C'est le principe du garbage in, garbage out. Si tu nourris ton IA avec des données incomplètes, pas à jour ou biaisées, elle va te sortir des résultats, poches ou biaisés. Faut aussi penser à la maintenance. Une IA, ça doit manger des données fraîches régulièrement pour rester bonne. Puis même avec la meilleure IA, l'humain reste essentiel. Indispensable. Pour superviser, valider, corriger, gérer les exceptions. L'IA, c'est un copilote super puissant, mais ce n'est pas encore le pilote automatique total, surtout pour les décisions critiques. L'intervention humaine, elle est clé. OK. Face à tout ça, comment on procède? La mère suggère une démarche en 12 étapes. Ça fait un peu peur, non? Ça peut sembler lourd, mais l'idée derrière est assez simple. Ça commence par la base. Est-ce que ton info est déjà numérique? Sinon, commence par là. Ensuite, évalue où l'IA pourrait vraiment faire une différence, quels processus sont lents, coûteux, pénibles, quelles données as-tu. Prioriser quoi? Exactement. Après, tu planifies un objectif clair, un projet pilote pour commencer petit, trouver quelqu'un en interne qui va porter le projet, un champion, estimer les coûts, les bénéfices. Puis vient le choix de la techno, le développement ou l'intégration, les tests, puis surtout la gestion du changement avec les employés. C'est souvent là que ça accroche le plus. Le facteur humain. Et le choix entre acheter une solution toute faite ou développer sa propre affaire. Le dilemme classique. Acheter une solution sur étagère, souvent en mode SaaS, c'est plus rapide, moins cher au départ. Mais c'est plus générique, ça colle pas toujours parfaitement à tes besoins. Développer toi-même ou avec un consultant, ça te donne une solution sur mesure, un avantage concurrentiel potentiel, mais c'est plus long, plus cher, puis ça demande des compétences. Il n'y a pas de bonne réponse universelle. C'est un choix stratégique. Tout ça coûte de l'argent, on le dit. Ça rend la formation encore plus importante, autant pour les employés actuels que pour la relève. Tellement, le sondage Ipsos montrait ce besoin criant. Heureusement, l'offre de formation se développe vite. Tu as des bootcamps intensifs comme ceux de GEDA, des certifications des gros joueurs comme Microsoft Azure, AWS, Google Cloud, NVIDIA. Il y a des cours en ligne sur Coursera comme celui d'IBM sur l'IA générative, même des options gratuites comme le parcours AI Associate de Salesforce Trailhead. Faut choisir selon le niveau et le but visé. Et spécifiquement pour les entreprises d'ici au Québec, il y a des ressources locales? Oui, Lamierre en liste plusieurs qui sont intéressantes. Il y a un outil d'auto-évaluation de maturité en IA par Vitrine Québec, un guide pratique fait par Move AI, le programme Activation IA du CRIM et Technologia, qui est un accompagnement de 70 heures. Des organismes comme le CRIM, Jacob ou le Pôle Mila sont aussi des ressources précieuses. Puis le portail Vitrine IA Québec essaie de regrouper tout ça. Et pour le nerf de la guerre, l'argent, il y a des aides financières? Oui, il y a plusieurs programmes, mais il faut fouiller un peu, c'est sûr. Lamierre mentionne les programmes de prompt, spécifiquement pour l'IA, CIPEM, PIC, Partenariat, le soutien de Scale AI, la super grappe canadienne en IA, le programme Paris du CNRC pour l'aide à la recherche, CanExport pour les PME qui visent l'international, des programmes du ministère de l'Économie, MEIE, puis le crédit d'impôt pour l'adaptation techno d'Investissement Québec.
La liste n'est pas exhaustive, mais ça donne des pistes. Bon à savoir qu'il y a des portes où cogner. Et si on préfère se faire accompagner par des experts externes? L'écosystème québécois de firmes de consultants en IA est en pleine croissance. Arudi, Explorer, MoveAI, Vuban, Vidence. L'Amir en nomme plusieurs, puis Vitrine IA Québec a aussi des répertoires. L'expertise est disponible ici. Super! Pour finir, regardons quelques points de plus. Les salaires, par exemple. Est-ce que ça paye bien de travailler en IA au Canada, au Québec? Les chiffres de guichet emploi de fin 2024 pour un poste d'analyste en IA le montrent bien. Le salaire horaire médian au Canada était de 44,10 $. Au Québec, c'était même un peu plus, 45,55 $. C'est bon, ça? Mais ce qui est frappant, c'est l'écart. Au Québec, le salaire le plus bas était autour de 32 $, mais le plus haut montait à 96 $ de l'heure. Ça dit que l'expertise vraiment pointue est très, très bien payée. Puis la vaste majorité, plus de 92 %, avait des avantages sociaux. Ça confirme que c'est un secteur porteur. On a aussi parlé des micro-SaaS comme opportunité. Ostinger donnait d'autres exemples que juste pour le contenu. Oui, ils insistent beaucoup là-dessus. Trouver un petit problème précis dans une niche, puis le régler avec une solution IA simple et automatisée. Ils donnaient des idées dans l'éducation, un générateur de certificats, la gestion de projet, un suivi de tâches hyper simple pour travailleurs autonomes, des CRM très spécifiques pour coach, pour agents immobiliers, le fitness, un planificateur de repas qui fait la liste d'épicerie, même la restauration aide à gérer les recettes puis les coûts. C'est fou comme l'IA permet de créer ces outils ultra spécialisés maintenant. Et toujours avec le modèle SaaS par abonnement qui revient. C'est le modèle dominant pour ça, oui, pour les revenus récurrents. Puis il y a une nouvelle tendance intéressante. Les plateformes white label, comme Go High Level le mentionnent. White label, c'est-à-dire, ce sont des plateformes qui fournissent la technologie IA de base puis qui permettent à des agences ou des entrepreneurs de la revendre sous leur propre marque. Tu n'as pas besoin de tout développer toi-même. Ça baisse beaucoup la barrière pour offrir des services IA. Ah, je vois, tu mets ton logo sur la technologie d'un autre. Ça démocratise encore plus la création d'offres basées sur l'IA. Précisément. Bon, on a fait un méchant tour d'horizon si on essaie de résumer. L'IA, c'est plus juste un concept futuriste. C'est une boîte à outils bien réelle qui ouvre des portes autant pour créer de nouvelles façons de gagner sa vie pour les individus que pour transformer en profondeur comment les entreprises fonctionnent, petites ou grandes, ici au Québec comme ailleurs. Tout à fait. Le message clé qui ressort de toutes nos lectures, c'est peut-être ça. Réussir avec l'IA, ça prend plus qu'un intérêt pour la techno. Ça prend une bonne compréhension des vrais problèmes que ça peut régler, une gestion lucide des défis, les données, les coûts, l'humain dans la boucle, puis une approche stratégique. Souvent, commencer petit, viser des gains concrets. Puis surtout, dans un domaine qui bouge aussi vite, il faut être prêt à apprendre tout le temps. C'est pas négociable. Et pour laisser les gens qui nous écoutent avec une dernière piste de réflexion, une question qui me chicote, avec cette démocratisation des outils IA qui deviennent de plus en plus puissants et accessibles, où pourraient bien se cacher les prochaines opportunités vraiment étonnantes? Celles qu'on ne voit pas venir tout de suite, peut-être pour des créateurs indépendants ou des toutes petites entreprises. C'est une excellente question pour finir. Ma boule de cristal n'est pas parfaite, là, mais peut-être que les vraies pépites ne sont pas dans la copie de ce qui existe déjà, mais dans des applications hyper nichées, pour des métiers ou des passions très spécifiques, ou alors dans des mélanges créatifs de différentes IA, combiner la génération d'images, l'analyse de données puis la création musicale d'une façon complètement nouvelle pour créer une expérience unique. Je sais pas, mais le terrain de jeu est immense puis il y a encore plein de place pour innover. Une belle invitation à rester curieux et créatif. Merci beaucoup pour cette discussion éclairante et merci à vous d'avoir été à l'écoute.